Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-François Caron, je suis chercheur à l'École des Ponts et je suis aussi enseignant. Donc, moi aussi dans le département GMM, c'est un département qui est surreprésenté pour vous là aujourd'hui. Moi, j'enseigne la méca des matériaux et essentiellement des matériaux composites. Voilà. Et mes thèmes de recherche se sont réorientés il y a quelques années sur la digitalisation de la construction, sur la construction 4.0. Parce qu'on était habitué à fabriquer pas mal de protos avec les élèves ou même dans des cadres de recherche, et on s'est vite rendu compte que ça commençait à devenir difficile de penser, je ne sais pas ce que j'ai fait là, de penser proto et construction sans justement cette chaîne digitale qui devient un peu prégnante un peu partout. Donc voilà, là c'est vous proposer de quelques travaux, déjà des réflexions qu'on a sur la construction, et puis quelques travaux qu'on fait et pour un peu illustrer ce propos. Alors déjà un petit préambule de quelques slides pour vous dire ce que peut-être vous ne connaissez pas complètement parce que c'est vraiment spécifique à la construction, et on peut vraiment dire que le futur de la construction c'est un vrai casse-tête. Bien malin celui qui sait comment on va faire. Alors on a déjà parlé effectivement des aspects ressources et des aspects émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment monstrueux. 40 à 50% des matériaux bruts consommés sont pour la construction. En même temps c'est normal, on fait des gros trucs, on fait des ponts, on fait des immeubles, donc forcément ça consomme. Et malgré ces pourcentages d'émissions à effet de serre et de pourcentage de matériaux qu'on consomme, on va devoir doubler, enfin il va se passer qu'on va avoir 2 fois plus d'urbains en 2050 qu'aujourd'hui. Donc ça c'est un premier point quand même assez angoissant. Le deuxième point c'est encore une fois cet aspect de ressources pour lequel on ne fait pas du tout attention pour l'instant. En fait des études montrent que quand un ingénieur conçoit une structure, en fait, il y a à peu près 40% de matériaux qui sont non structurels, qui pourraient l'être et qui ne le sont pas. Et parce que 84% des concepteurs considèrent qu'en fait, la priorité, c'est de pouvoir construire facilement et pas du tout d'économiser la matière. Donc ça, c'est des études très récentes. Et ça provoque un surdimensionnement, une surconsommation de matériaux qu'on peut se permettre aujourd'hui, mais ce n'est pas une question de choix. Bientôt, on ne pourra plus se le permettre. Voilà. Et puis le petit chiffre à côté qui angoisse vraiment, je trouve, c'est que voilà, entre 2011 et 2013, la Chine a consommé autant de béton que les États-Unis pendant tout le siècle dernier, sur 3 ans. Voilà. Et évidemment, la courbe n'est pas du tout linéaire. Je pense que si j'avais les chiffres aujourd'hui, ce serait encore plus dramatique. Donc ça, il y a un problème de ressources, il y a un problème de RH. Alors voilà, on sait que tous les dirigeants font face à des difficultés de recrutement. Alors c'est pas vrai que dans la construction, mais dans la construction c'est vraiment extrêmement prégnant. Ça peut être jusqu'à 70%, 90% pour le BTP. Il y en a qui on déclare même renoncer à des projets simplement parce qu'on n'a pas les gens pour le faire. Et ça c'est des chiffres très récents. Et il va falloir recruter 40 000 personnes par an. On ne sait vraiment pas comment faire. Et puis dernier point, c'est un secteur qui a mauvaise presse. C'est vrai, il y a aussi des accidents, il y en a encore eu là sur les chantiers du Grand Paris. C'est le secteur qui fait le plus d'accidents mortels en France. Peut-être le dernier point, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a aussi un problème de productivité. Là, vous voyez la productivité de la construction, si on la compare par rapport à la productivité de l'industrie manufacturière depuis 1965, c'est le calme plat. C'est même légèrement décroissant pour des raisons de sécurité, pour des raisons on fait plus attention, on pressure moins les ouvriers, donc en fait on a même une productivité qui diminue. Et vous voyez qu'en fait ce qui est analysé, c'est qu'en fait on a 2 tiers qui sont effectivement dus à des points sur lesquels on travaille beaucoup, mais avec les conditions actuelles sur un chantier, c'est-à-dire qu'on va essayer d'améliorer les flux. Ok, ça c'est une chose, mais quand même, il y a 1 tiers qui est dû à un manque complet d'automatisation dans la construction. Voilà. Donc ça c'est très dur à faire valoir parce qu'en fait on ne sait pas trop comment faire. Voilà, là je vous ai montré une diapo que j'aime bien, là, issue d'un doctorant qui a soutenu l'année dernière,
où vous voyez ici les outils qu'on avait dans les années 40, fin des années 40. C'est en noir et blanc, ok, mais franchement, vous les mettez en couleur, il n'y a pas une grosse différence avec ce qu'on a aujourd'hui. Et je vous le prouve, voilà, c'est les mêmes outils, mais en couleur. Donc effectivement, il y a quelques progrès, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça, en tout cas pas en France, sur les propriétés, sur les éléments qui vont nous permettre de construire. Enfin, dernier point, c'est qu'en plus de tout ça, il y a une urgence, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de résoudre tout ce casse-tête. On a 50 000 logements à construire en France sur la période 2015-2035, et puis on a tout le problème de la rénovation énergétique avec 7 millions de passoires thermiques et les 140 000 biens qui vont être exclus du parc locatif. Donc ça, on ne sait juste pas comment faire, surtout avec tout ce que je vous ai dit avant, notamment le problème de ressources. Alors face à ça, bon, une des solutions, une des réponses, c'est l'automatisation et la digitalisation. On en parle beaucoup. Effectivement, ça peut apporter des solutions. Et ce n'est pas nouveau, hein. On en parle depuis pas mal de temps. Il y a cette discussion, est-ce que ça va être sur site ou hors site, donc de la préfa ou pas de la préfa. Ça aussi, c'est des débats qui existent et dont on peut discuter. Nous, c'est vrai qu'à l'école, on a l'impression, et puis je crois que ça commence à être un peu un avis qui est largement partagé, c'est que c'est quand même assez difficile de robotiser, d'industrialiser du hors-site. Enfin, aller sur un chantier pour y mettre des robots et mettre des choses comme ça, il faut le faire, et ça se fait, hein, les exosquelettes, des choses comme ça, mais on se dit que c'est quand même sûrement plus simple de le faire en amont et d'avoir une démarche plus industrie et donc de fabriquer des biens manufacturés en hors-site et que ce sera quand même peut-être plus simple. Alors le hors-site, le problème c'est qu'il souffre de la vision des années 70 et en fait la préfa, d'ailleurs c'est pour ça que maintenant on dit hors-site, préfa c'est un peu un gros mot parce qu'en fait on se rappelle de ce qu'on a fait et ce que c'était d'ailleurs critiquable, mais pas tant que ça. Hein. Ça a permis de loger énormément de gens après l'après-guerre. Hein. Il y avait un super reportage hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur France 3, là, ils recolorisent en fait ce qui s'est passé en France après-guerre, et je ne sais pas jusqu'où ça va aller, ça s'est arrêté aux années 60. Quand on revoit ces images-là, on se dit waouh, c'était une autre époque, c'était quand même des gens qui étaient sacrément en souffrance, et il fallait construire, parce que les bidonvilles qu'il y avait, c'était le Brésil. Hein. C'était impressionnant. Voilà, et donc on a plutôt une vision on-site, on va dire. Et alors pour que ça soit du on-site, est-ce qu'on en fait en France? Bah en fait pas vraiment. Parce que vous voyez, pour dire qu'on fait du hors-site, en fait, il faudrait que 85% des composants soient venus de l'extérieur. Alors de l'extérieur, ça veut dire du chantier. Et là, on peut définir ce que c'est qu'une construction industrielle. En France, on est à 30 à 40%. C'est-à-dire les fenêtres, les portes, enfin, vous imaginez ce que ça peut être. Par contre, 85% des industriels estiment que ce sera en hausse ou en forte hausse. Et on estime à 100% le potentiel d'augmentation de productivité si on fait de l'automatisation hors site. Voilà. Donc nous, on est sur ces champs-là. Je vous montre un petit film là, d'une entreprise en Allemagne qui fait de la rénovation énergétique. Je vous ai dit, hein, c'est un des gros enjeux à mon avis. Donc comment ils font? Ils fabriquent des modules et ils viennent en une semaine, enfin vraiment sans beaucoup de nuisances pour l'environnement, pour le chantier, pour les voisins. Ils viennent plaquer des choses qu'ils ont construites hors site. Alors ça, comment c'est possible? C'est possible grâce à de la techno. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu avant, qui a tout repéré, qui a tout scanné. Et puis ensuite, derrière, il y a un outil industriel, hein, ça fait rêver, c'est l'Allemagne. Voilà. C'est juste incroyable. Donc quand on parle de ça chez nous, on nous dit que c'est de la science-fiction, mais là pourtant c'est pas grand-chose, hein, mais c'est quand même des moyens lourds qui font des panneaux pour une commande. En plus, c'est des usines qui sont relativement modulables. Et ensuite, en une semaine ou deux, ils viennent plaquer ça sur le bâtiment, y rajouter du photovoltaïque, de l'isolation, des balcons, et ils font tout ça à la vitesse grand V. On a un problème en France, c'est que quand vous voulez faire isoler votre maison, en fait, vous trouvez même personne pour le faire. Les délais sont extrêmement longs, c'est très chronophage, c'est beaucoup de nuisances.
Voilà le type de solution hein, que j'ai trouvé sur Internet. Bon, je crois qu'ils sont quand même pas mauvais, mais c'est pas les seuls. Hein. On n'a pas ça. Clairement, on n'a pas ça. Donc pour ça, il faut un workflow digital global. Et c'est là-dessus qu'on essaie de travailler et développer des sujets de recherche. Alors c'est dès le départ, en termes de modélisation, on a effectivement, on a un labo de méca, donc on a des idées assez claires sur ce qu'il faudrait faire pour économiser la matière et pour faire des structures particulièrement efficaces, je vous en parlerai. Il y a à la fin, évidemment, les outils, donc on essaye, on a développé une plateforme dont je vous parlerai, pour justement essayer de voir comment on peut fabriquer en automatisant. Mais il ne faut pas oublier la boîte bleue entre les deux, c'est-à-dire tous ces protocoles de communication qui vont permettre justement de passer de là à là sans rupture de chaîne, parce que c'est la rupture de la chaîne qui est très préjudiciable en fait à ces progrès. Donc là, on s'appuie sur des gens qui savent faire, parce que ce n'est pas vraiment notre métier. Et on a développé donc à l'école des ponts des recherches autour d'une plateforme qu'on appelle Buildin, d'une plateforme technologique qui est un peu d'ailleurs financée par l'Île-de-France aussi. On essaie d'agréger des problématiques de matériaux de structure, de robotique, de vision, d'apprentissage avec différents partenaires qui soient industriels ou laboratoires pour essayer d'avancer un peu sur la construction numérique. Alors cette plateforme Buildin, en fait, je crois que vous, du coup, on vous la visiterez si vous voulez, enfin, vous en visiterez une partie demain. C'est une plateforme sur laquelle on a plusieurs robots qui peuvent travailler ensemble. On a de l'impression 3D de mortier. On a donc plusieurs cellules qui nous permettent de faire des sujets de recherche là-dessus. Voilà, donc en fait, elle est là. Vous avez, bon, il y a un makerspace qui est plutôt à l'échelle du prototype et de la formation, où il y a aussi des petits robots. Il y a la cellule multi-robot que vous avez vue avec les deux gros robots, et puis la cellule d'impression 3D qui est spécifique. Voilà, et donc on essaye c'est un peu une entreprise, hein, puisque les gens qui y sont financés sur ressources propres. On fait de la R&D autour de cette plateforme, et on fait un peu de recherche, mais aussi pas mal de R&D, hein, donc avec des contrats plus courts et plus rapides. Voilà, donc un petit film de la cellule pour un proto qu'on avait fait sur des aspects bois. C'était un projet avec des étudiants. Donc c'est des poutres qui sont usinées pour pouvoir fabriquer ensuite la structure que vous voyez ici, qui est une structure qui d'un point de vue morphologique et comportement est assez intéressant aussi. Alors les thèmes de recherche qu'on a sur cette plateforme, ça va être des thèmes sur les matériaux, des thèmes autour de la fabrication robotique, et puis des thèmes autour de la conception éco-orientée. Donc vous avez vu Adélaïde ce matin qui travaille dans mon équipe aussi sur l'analyse de cycle de vie, sur les études d'impact. Alors c'est vrai que voilà, en fait on est parti quand même assez à fond sur l'impression 3D béton parce que c'était quand même très porteur, on ne va pas se mentir, et on en parlait beaucoup. Et il y avait beaucoup de gens qui nous demandaient, qui nous parlaient de ça à chaque fois qu'on parlait de construction numérique. Je vous ai montré le digital workflow global qui pour nous est plus important. L'impression 3D, c'est juste un élément dans une chaîne de fabrication, mais il se trouve que c'est quand même quelque chose qui est très porteur, et donc on a beaucoup investi là-dessus parce qu'il y avait du financement. Donc c'est des idées qui ont commencé il y a déjà pas mal de temps. Hein. Luke Bourou en Angleterre sont relativement précurseurs en 2011. Il y a eu les maisons construites en 24 heures, enfin tout ce que vous avez pu voir un peu dans les journaux télévisés. Et donc nous, là, un pont précontraint. Donc nous, on s'est mis là-dessus, on s'est équipé, et il y aurait un marché de 1 milliard de dollars en 2025, donc ce qui est pas mal. Alors pourquoi c'est intéressant quand même? Parce que des fois on peut avoir des doutes quand on voit certaines applications, on se dit mais ce matin on en parlait, faire un mur, pourquoi on ne met pas des parpaings? Je suis assez d'accord. Donc voilà, il faut se poser ces questions-là. Un parpaing, il faut savoir, hein, c'est 7% de ciment hein, par rapport au volume, donc c'est dur à battre. Donc ça va être compliqué de venir avec un robot qui va dégorger des mètres cubes de béton qui impactent. Enfin, voilà. Donc c'est assez problématique. Par contre, quand même, effectivement, on voit qu'il y a des pistes qui sont intéressantes pour cette
cette contribution robotisée à la construction. On voit que, par exemple, c'est un process qui évite d'utiliser des moules, des coffrages, en fait. D'accord? Et on se dit, ouais, bon, certes, on peut imprimer sans coffrage. Sauf qu'en fait, il y a des études qui montrent que sur certaines applications, le coût de fabrication du coffrage, ça peut être 50% d'une structure en béton armé. Donc c'est juste monstrueux. C'est une quantité de déchets qui est juste incroyable. Donc finalement, là, il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est ce côté sans coffrage, qui est assez magique. Hein. Vous avez vu le film d'avant, vous voyez le béton qui monte, bah, c'est pas ça quand vous faites du béton dans votre jardin. Voilà, donc c'est pour ça que ça c'est un sujet qui peut être intéressant, et puis on peut avoir des idées nouvelles qui vont permettre de fabriquer des choses comme on ne les fabrique pas aujourd'hui, et qui, elles, vont être intéressantes. Donc c'est là-dessus qu'on essaie de chercher. On a 4 sujets de recherche principaux. Un, sur le matériau en lui-même. Aujourd'hui, on imprime des bétons qui sont extrêmement impactants, c'est des BHP, des bétons ultra performants, parce que très réactifs, il faut que ça réagisse très vite. Et nous, on fait de la formulation et on développe des matériaux qui vont avoir beaucoup moins de ciment et qui vont être beaucoup moins impactants. Là, je vous disais, il y a un problème. Alors, on travaille sur le fibrage, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas fabriquer en béton 100 mètres d'acier, vous le savez, hein, le béton ne permet pas de construire s'il n'est pas renforcé en traction. Donc ça veut dire qu'on peut faire des parpaings, mais après il faut faire un chaînage. On est obligé d'avoir de l'acier, qu'il soit dans le béton ou qu'il soit autour, on n'a pas le choix. Donc peut-être que là, il y a un truc qui serait nouveau, c'est de dire je propose un matériau qui serait renforcé directement et que je fabrique renforcé. Donc moi je viens un peu des composites, hein, vous voyez le truc, vous voyez la symétrie. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on essaye vraiment de voir s'il n'y a pas moyen sur le process de trouver des choses vraiment intéressantes. Là, c'était un prototype de mur isolé, de mur treillé en béton. On travaille sur le système constructif et puis on travaille aussi sur la modélisation pour essayer d'avoir aussi une chaîne numérique qui nous permet d'avoir des impressions efficaces. Donc je vous ai parlé du renforcement un peu en avance de phase, mais voilà, le renforcement, je vous l'ai dit, on n'a pas le choix. Donc comment on fait? Alors on peut faire comme on fait dans le béton classique, c'est-à-dire on peut aussi mélanger avec des fibres dès le départ et avoir un béton fibré, sauf que ça c'est pas trop compatible avec l'impression 3D parce qu'une fois que vous avez mélangé des fibres dans du béton, bah, pour le pomper et pour le faire passer dans une tête de robot, c'est assez compliqué, ça fait des pelotes, on ne peut pas en mettre beaucoup, on met 1% de fibres, 2%. On peut aussi imaginer des concepts dans lesquels on vient dérouler des câbles en même temps qu'on imprime, donc c'est une espèce d'entre-deux. Puis nous, on s'est dit, on voudrait quand même quelque chose de plus matériau, de plus composite en fait, dans lequel on a un matériau qui est renforcé avec des fibres longues, et donc on a développé un prototype et un brevet d'ailleurs, qui nous permet de venir dérouler des fibres grâce au flot de flow-based, donc c'est-à-dire que c'est le flot de ciment qui vient emporter les fibres qu'on va déposer et qu'on va retrouver à la fin dans le matériau. Donc voilà, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc là, on imprime du béton, sauf qu'on imprime du béton avec des fibres longues qui sont à l'intérieur. Et si après on fait un test de contrainte en traction, parce que là c'est des éprouvettes qu'on a prélevées, c'est vraiment des éprouvettes de traction, ce qui ne se fait pas trop sur du béton. D'ailleurs, ça ne se fait pas trop. Vous voyez la petite courbe rouge, c'est l'éprouvette sans fibres. Vous voyez que si on rajoute quelques fibres dedans, on a vraiment un comportement avec beaucoup de ductilité et qui est donc assez intéressant. Là, vous voyez une section avec les fibres qui, ici, là, sont des fibres de carbone. Bon, on peut mettre, là, c'est des fibres de basalte, je crois. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'intéressant et quelque chose, là, du coup, on sort du parpaing, on propose quelque chose qui n'existe pas. Donc, soit ça n'existe pas et ça ne sert à rien et ça n'a aucun intérêt sauf le fun, soit peut-être qu'on va y trouver des intérêts et évidemment on va essayer de trouver des intérêts à cette nouvelle façon de construire. Alors un autre exemple de ce qu'on peut faire en construction et fabrication digitale, c'est ce qu'on a fait en collaboration avec Vinci, où on vient sur la chaîne numérique globale dont je vous ai parlé, venir optimiser une structure. Donc, où on va avoir une poutre optimisée
où on enlève à peu près 30 à 40% du ciment inutile. Ça, je vous parlais en introduction, tout ce ciment en fait, là, qu'il y avait dans les trous, en fait, il ne sert à rien. Alors, c'est pas vraiment de l'optimisation topologique, parce que là, on n'est pas vraiment en raideur, on raisonne plutôt en résistance, donc c'est un petit peu différent, mais en tout cas, ce béton ne sert pas à grand-chose. Donc on l'enlève, et pour l'enlever, en fait, c'est compliqué de faire des coffrages comme ça, et là, d'un seul coup, l'impression 3D devient quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on peut imprimer les coffrages. Alors c'est un peu luxueux, je vous l'accorde, mais voilà, on a plein de solutions possibles. Là, on les a imprimés en argile, comme ça, ensuite, on peut récupérer l'argile et recommencer. Vous voyez, bon, c'est un peu plus compliqué que ce que je vous dis là, et ça ne marche pas super bien avec l'argile, c'est quand même un matériau vraiment pénible. Et là, on est en train d'acquérir une grosse extrudeuse thermoplastique qui va nous permettre de faire des coffrages plutôt en thermoplastique, qu'on rebroiera et on pourra refaire des coffrages. Alors l'intérêt quand même, c'est qu'on peut ensuite couler le béton et avoir une poutre qui est optimisée. Donc là, c'était 30%. Et gros intérêt aussi de ce projet, c'est qu'en fait, c'est conforme aux Eurocodes, c'est-à-dire que cette poutre-là, on a le droit de la mettre sur un chantier. Elle vérifie absolument toutes les consignes et la réglementation. Donc on l'a testé mécaniquement, on voit qu'en fait on a bien ce comportement ductile qu'on attend du béton, on a quelque chose qui est très proche de la poutre pleine en fait, et donc tout marche très bien. Voilà, donc là il y a eu un projet qui a démarré avec ISC où ils essayent justement de l'implémenter sur une des gares du Grand Paris. C'est plus compliqué que ce qu'il y paraissait parce qu'il y a quand même pas mal de freins et de réticences. Ça coûte forcément plus cher pour l'instant. Enfin, si on parle d'argent, de toute façon, c'est qu'on parlait des granulats recyclés dans la présentation de ce matin. Clairement, évidemment que c'est des solutions plus chères. Alors, on peut ne pas les faire parce qu'elles sont plus chères, mais je vous ai mis les 4 premières slides. En fait, on n'a juste pas le choix. C'est-à-dire que bientôt, on n'aura pas le choix que d'utiliser des granulats recyclés parce qu'on n'aura pas de granulats non recyclés ou on n'en aura plus assez. Donc, ce sera plus cher. Oui, tout va devenir plus cher avec le prix de l'énergie, bien évidemment. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais voilà, donc nous, on avance quand même. Alors, il y a une autre application sur un parking de Vinci aussi, là, qui sont en train de mettre en œuvre. Et je crois que c'est ma dernière slide. Oui, voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. C'est juste une connaissance que je n'ai pas. Vous avez dit que les parpaings, c'était 6% de ciment ovomique. Et quand on fait en impression 3D, du coup, c'est quoi l'ordre de grandeur? Enfin, parce que du coup, diminuer de 30%, ça gagne Un parpaing, ça ne fait pas grand-chose. Un parpaing, ça fait juste que porter un poids propre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut trouver des applications pour lesquelles il y a un intérêt de mettre du béton qui travaille vraiment. Il ne faut juste pas mettre du béton haute performance en grande quantité dans un endroit où il n'y a pas d'effort mécanique. Après, si vous prenez du béton à très haute performance comme pour le Millau ou comme pour le Mucem ou pour des choses dans lesquelles en fait il va servir, il n'y a aucun problème. On critique beaucoup le béton comme on critique aussi le plastique, mais c'est des matériaux qui sont quand même juste incroyables. On va continuer à construire en béton jusque dans les années 50, jusqu'en 2050, toutes les études le montrent, parce que juste on n'a pas autre chose qui est aussi efficace que le béton. Donc ce matériau est juste incroyable, il n'est pas si impactant que ça en fait, parce que finalement il reprend son carbone au bout de 100 ans, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on le diabolise un petit peu. Le tout, c'est juste qu'il faut le mettre là de manière optimale et là où il est nécessaire. Et donc le parpaing, c'est génial parce que juste avec 7% de ciment, on fait des murs qui reprennent pas grand-chose, mais qui reprennent suffisamment. Il faut, si on imprime, c'est un peu plus de l'aéronautique, c'est-à-dire qu'on va venir mettre le matériau, un matériau très, très impactant, mais on va le mettre juste à des endroits où il va être particulièrement bien pensé et bien utile. Et globalement, mon amie Adélaïde vient, fait une ACV d'un élément fonctionnel, je ne sais pas, et elle me dit si c'est mieux ou si c'est pas mieux.
Mais c'est difficile de répondre à la question parce que le hors-site pose plein de questions aussi sur l'analyse de cycle de vie et sur plein de sujets en fait. Alors du coup, j'affine un peu ma question. J'imagine que quand on fait des poutres comme ça, on a quand même une diversité de compositions possibles. Comment vous... Parce qu'il y a la forme, effectivement, où on supprime 30%, mais peut-être qu'on pourrait mettre un peu plus de je ne sais quoi ou un peu moins de je ne sais quoi. Comment vous faites pour optimiser aussi vis-à-vis de la composition? Je ne sais pas si ma question est claire, mais... De la géométrie ou de la coupe? En fait, vous avez dit que vous avez optimisé la géométrie puisqu'il y a 30% du volume qui n'encaisse pas grand-chose finalement, si j'ai bien compris, ouais. Pour un matériau donné. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas pris un matériau un peu différent? Enfin, vous voyez, comment vous faites pour choisir le bon béton? Il y a la densité sans doute, mais... La construction béton, le choix est quand même pas si varié que ça. C'est-à-dire qu'on a des mortiers qu'on doit utiliser avec des granulats, avec des taux. Donc là, c'est un matériau standard donné, donc un béton classique. C'est clair que si c'était comme pour Millau, que c'était un béton haute performance, on n'aurait sûrement pas les mêmes résultats. En amont, il y a du calcul. Il y a de la simulation, il y a des modèles d'analyse limite et de calcul à la rupture qui nous permettent de prévoir le comportement à la rupture parce qu'en construction, il y a deux façons de modéliser des structures. C'est soit on les modélise à l'état de service, c'est-à-dire plutôt en rigidité. Donc je pense qu'on est plus habitué à ça quand on parle structure industrielle. Et dans la construction, c'est plutôt à l'état limite ultime, c'est-à-dire il faut absolument que la structure elle tienne des cas de charge exceptionnels, et donc ce qui nous intéresse plutôt c'est la résistance, c'est pas tellement la raideur en fait. De toute façon nos structures sont en général hyper raides et c'est vraiment un problème de résistance. Et donc les outils d'optimisation topologique classiques sont en général faits pour la raideur. C'est beaucoup plus facile d'optimiser vis-à-vis de la rigidité que plutôt de la résistance, surtout quand c'est un matériau dans lequel il y a du béton qui est bon en compression et nul en traction, et que dedans il y a des aciers qui plastifient. Donc voilà, ça c'est un peu un cœur de connaissance de l'école des ponts, c'est le calcul des structures en béton armé. Voilà, là c'est assez trapu, et du coup pour faire les trous, il faut avoir des modèles qui permettent de dire ça je peux l'enlever, ça je peux pas l'enlever. Mais on s'est arrêté. Oh ouais, et puis de toute façon, là, ça marcherait, oui, ça marcherait quel que soit le béton, en fait. Enfin, tu choisiras un béton pour une application et tu ensuite t'adaptes. Est-ce que tu pourrais trouver un autre béton, une autre formulation pour optimiser encore plus la géométrie? Oui, ce que je disais, si tu prends des bétons ultra performants, on mettra encore moins de béton, mais sauf que le béton sera plus impactant. Donc là, c'est encore, je rappelle l'exposé de ce matin, il faut sans arrêt jouer avec des tableurs et tout regarder pour voir ce qui est le plus pertinent d'un point de vue environnement. Et une chose dont on n'a pas parlé, c'est que l'avenir aussi des structures, c'est sûrement aussi la démontabilité, la réversibilité, et le fait de fabriquer hors site, en usine, des choses beaucoup plus précises et beaucoup plus raffinées, on va dire, permettent d'imaginer des solutions déconstructibles, ce qui n'est absolument pas possible sur un chantier où on vient clafeter en coulant du béton sur des aciers, quoi. Donc c'est de l'industrie en fait. C'est vraiment, en fait, on n'invente rien parce que tout ça existe pour l'industrie, mais pas pour la construction. Bonjour, moi aussi je voulais vous remercier pour la présentation. Et je vais continuer un peu la question, je pense. Est-ce que par exemple, on pourrait imaginer d'avoir un matériau qui n'est, c'est pas isotrope, mais le béton, mais pas isotrope, la répartition par exemple des fibres à l'intérieur de la poutre ne serait pas la même en fonction de la position, par exemple, suite à la simulation? Là, vous prenez mon brevet de mortier avec des fibres longues et ouais. Vous faites ça avec... Oui, bien sûr. Et donc vous réglez, vous asservissez, ou vous maîtrisez en tout cas la quantité de fibres au cours de la fabrication, en fait. Elle n'est pas forcément constante, cette densité. Ça, c'est là, vous allez déjà loin, mais disons, dans l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que si on peut venir renforcer... Ouais. Là, on voit que d'un seul coup, le robot et l'impression 3D apportent énormément par rapport à l'exemple du parpaing. C'est-à-dire que si mon béton il est renforcé et qu'en plus il est anisotrope, effectivement, les endroits où vous voyez du béton, c'est là où il y a les aciers. Hein. Donc si je viens faire des parcours d'outils dans lesquels je mets des fibres à tel endroit, pas à tel endroit, mais ça je ne sais pas faire parce qu'il me faudrait
plus de temps, des robots, plus de robots, mais c'est bien ça l'idée. Donc là, on est en train de développer un prototype industriel de fibrage de cette nature-là, mais effectivement, mais avant que ça soit acceptable d'un point de vue réglementation, là, il y a encore un peu de temps, mais c'est exactement ça l'idée, oui, bien sûr. Et j'ai ma deuxième question, c'est lié aux contraintes de fabrication, parce qu'on voit que là, vous avez des formes particulières à l'intérieur, et je voulais savoir si vous aviez des contraintes liées à la trajectoire de l'outil, justement. Est-ce que, par exemple, si vous avez du recouvrement du béton, ça risque de poser des problèmes au niveau du processus de fabrication? Ou est-ce que, finalement, il n'y a pas de limite et que le matériau fait que vous pouvez faire n'importe quoi? Bah, là c'est du béton coulé avec des coffrages imprimés. Donc, bon. Je voulais dire quand c'est imprimé. Quand c'est imprimé avec ce que nous avez montré avec le robot. Avec les fibres? Avec les fibres, ah exactement. Oui. Ah bah, là, il y aura des parcours d'outils qui dépendront du process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le process qu'on a, effectivement, on imprime des fibres tant qu'on peut, puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Si on avait 2 têtes d'extrusion, il pourrait y en avoir une qui a des fibres, une autre qui n'en a pas. Enfin, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la cellule de robot que vous avez vue, donc ce sont vraiment des gros robots, vous les verrez demain, c'est des choses finalement très bon marché. C'est-à-dire qu'un robot complet comme ça, avec son asservissement, c'est 40 000 €. Ce n'est pas du tout une machine à commande numérique à 1 million d'euros. Donc c'est des engins qui viennent de l'automobile, dans lequel, c'est ça où je voulais en venir, donc quand vous voyez une cabine dans laquelle il y a des robots qui sont en train de fabriquer une voiture, il y en a plein qui travaillent en même temps, et en fait, il y en a tellement des robots sur la planète de ce type-là, c'est qu'ils ne coûtent pas grand-chose. Et donc, l'étape d'après, ce serait d'avoir dans une cellule plein de robots, certains qui ont des fibres, d'autres qui n'en ont pas, d'autres qui ont un matériau, d'autres qui sont plastiques, du béton, enfin on peut tout imaginer. C'est ça l'idée du hors-site 4.0, quoi. C'est pas la préfa où on a des moules et où des gens font des poutres à longueur de journée avec des ferrailles, quoi. Non, c'est l'industrie, comme on pourrait faire pour une voiture. Et c'est ça qui pourrait apporter une solution aux besoins qu'on a en termes de construction, d'après nous. C'est une vision. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, j'ai cru. Okay. Une dernière question quelque part? Ah oui, je te... Sur ta slide chaîne numérique de A à Z, là. C'est pas ma spécialité. Ouais. Qu'on y aille, ça va être plus simple. Je l'ai dépassé, non? Là, ouais, parfait. C'est inspiré de HAL. Hein. Ouais, bah oui, je vois très bien Tristan, la marque de Tristan là-dedans. Mais ce que je voulais avoir ton avis, toi qui baignes dedans. C'est clair que cette chaîne numérique, elle est essentielle, avec pas de rupture de charge au milieu, c'est clair. Moi, la question que je me pose, c'est, on est prof en prépa, donc on enseigne une diversité de sujets à nos élèves. Comment tu vois la répartition des tâches dans une industrie ou même au niveau de la recherche, parce que ça demande des compétences matériaux, mécaniques, informatiques, électroniques, asservissement, enfin tu vois, comment tu vois, est-ce qu'on va rester, est-ce qu'il faut, parce que ça c'est une vision process, mais les gens derrière, est-ce qu'ils peuvent maîtriser tout ça? Bah, tu vois, à gauche, en fait, c'est les principes mécaniques. Donc, c'est des gens, c'est du bureau d'études, c'est des gens qui font de la simulation. Ensuite, il y a les gens qui vont faire la maquette numérique, le BIM, qui vont vérifier, qui vont proposer un système constructif. Donc, ça, c'est les mêmes. Ensuite, la partie bleue, grâce à des gens comme HAL Robotics, c'est quelque chose qui est vraiment très utilisateur, quoi. En fait, c'est software. Hein, là, ce qu'ils sont en train de développer en ce moment, tu peux mettre n'importe quel type de robot, n'importe quel type de capteur. Tu n'as pas besoin d'être ni roboticien, ni électronicien. Tu prends des modules, je ne sais plus comment ils appellent ça. Donc là, on a des gens spécialistes en software qui développent ces outils à l'interface, en fait.
Bah, ils développent même pas les outils. Non, des l'outil utilisateurs, hein. digital, je veux dire. C'est des utilisateurs. Ouais. Le bleu, c'est des utilisateurs. C'est-à-dire, D'accord. c'est vraiment comme ça que ça se passe dans l'automobile. Donc, c'est les mêmes gens qui préparent leur chaîne de production, par exemple, à la fabrication de poutres. Et puis le lendemain, ce sera des poteaux avec du scan qui doit vérifier qu'il n'y a pas de fissure. Donc, je prends ma caméra. Donc, c'est pas des roboticiens. C'est vraiment des ingénieurs ou même des techniciens de process, en fait. Et puis à droite, voilà. Et dans cette chaîne-là, ça n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait des interventions humaines. Nous, là, on a un projet européen sur ce sujet-là de poutres, en fait, dans lequel, par exemple, la mise en place des ferraillages, des aciers qu'on va mettre encore de manière classique, en fait, on va les mettre nous. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on aura la chaîne numérique aura placé des repères, la chaîne numérique fera du contrôle, la chaîne numérique mesurera, nourrira la maquette numérique de ce qu'on a fait nous, et pas de ce qu'avait prévu le concepteur. C'est-à-dire que c'est pas grave en fait s'il y a des interventions humaines, du moment qu'elles sont intégrées complètement dans la chaîne numérique. Et donc ça n'empêche pas qu'il y ait de l'humain qui vient intervenir, qui vient placer par exemple les coffrages. On pourrait dire il y a un autre robot qui fait les coffrages, il y a des détrompeurs et c'est quelqu'un qui vient et qui pose les coffrages les coffrages complexes dans le moule. Et tu parlais d'IA, de vision, d'apprentissage. Ouais. Enfin, je sais qu'à Navier, vos thésards, ils s'y connaissent à la fois en matériaux et puis il y en a qui allaient aussi sur la vision. Tu penses que ça va être les mêmes ingés plus tard qui feront les deux, ou est-ce que c'est t'auras l'ingé vision, l'ingé structure, est-ce que ça va changer? La démo qu'il y a en haut là, où en fait il reconnaît les bonbons, il les prend. En fait, je crois que c'est comme nous quand on a commencé à développer ça, on nous a dit mais vous n'êtes pas des roboticiens. On a dit mais non, effectivement, mais on n'a pas besoin. C'est sur étagère en fait. Oui, c'est ça, c'est des produits sur étagère que toi, ingénieur. Et l'IA et la vision, alors on en a fait un peu, il y a eu la thèse de Vianney, Oui. mais bon, finalement, on a perdu un peu notre temps parce que en fait, c'est des trucs, on n'a pas besoin de ce qu'on a fait, c'est-à-dire de trucs aussi compliqués. Il y a plein de trucs sur étagère qui sont des modules qu'on peut, des API là, qu'on vient mettre là-dedans et qui sont un API d'IA, un API de machin, de trucs. Ok. Donc non, je crois que les jeunes, ça, ils savent faire, mais alors aller chercher des plugins et les mettre dans un outil qui est prévu pour recevoir des plugins et qui est prévu pour s'interfacer, il n'y a aucun problème. Et il n'y a pas besoin d'experts comme ce que tu as en tête, je pense. Il n'y a pas besoin. Ok, merci. Et puis ça redore un peu le métier aussi, c'est-à-dire que grâce à ce genre de truc, on peut quand même espérer plus attirer des jeunes au métier de la construction qu'aujourd'hui, ce qui est un peu compliqué quand même. Merci beaucoup pour Merci. cette présentation.